Good evening, everybody. We are now in the final countdown for this 51st launch of Ariane 5, which we launch tonight, Arabsat 5A for Arabsat and COMS for Korea. During the last 2 days, we understood and we corrected the anomaly which stopped the chronology last first day. And we are now ready for this launch. And moreover, we had just got the information that the weather report is green for all the launch window. So we are going now to enter into really the final countdown, and I let you watch this new launch of Arianespace with Ariane 5 ECA, Arabsat 5A and COMS. Thank you. Voilà, c'était Jean-Yves Le Gall qui a introduit ce lancement. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre en direct depuis le port spatial de l'Europe pour la version française de cette émission en direct. Comme la dernière fois, si vous étiez là, vous êtes en compagnie de Pierre Junière et Michel Bartholomé. Bonsoir à tous. Donc Jean-Yves Le Gall, le PDG d'Arianespace, vient de nous expliquer les enjeux de ce lancement numéro 195 de ce soir. Avec des explications notamment sur le report d'avant-hier. Les équipes ont travaillé dur et là, c'est reparti. Oui, rappelons que c'est le deuxième lancement de l'année 2010, le 51e lancement Ariane 5, comme vient d'expliquer M. Le Gall. Et ce soir, Ariane 5 emmène avec elle donc 2 passagers, Arabsat, 5A pour Arabsat et COMS pour la Corée. Alors au programme de ce direct, nous allons assister ensemble aux derniers préparatifs avant le décollage, H0, puis la phase propulsée pendant une trentaine de minutes jusqu'à la libération de nos passagers, avec des sujets et des reportages durant toute cette émission sur les principaux acteurs de ce vol. Alors précisons que ce soir, le H0, donc le décollage est prévu à partir de 18h41 ici en Guyane, soit 23h41 à Paris. Et donc c'est déjà le 27 juin pour nos 2 clients, puisque le H0 correspond à 0h41 à Riyad et 6h41 à Séoul. La fenêtre de ce lancement, elle est assez large, elle a été élargie en plus puisqu'elle est de 1h11, 71 minutes. Et donc c'est à l'intérieur de cet intervalle qu'Ariane 5 doit s'envoler pour remplir sa mission. Oui, et donc nous sommes à un peu plus de 11 minutes du décollage. Michel, tous les indicateurs sont au vert. Oui, c'est condition indispensable à l'entrée en séquence synchronisée. Le panneau des verts reflète en temps réel l'état du lanceur, des satellites, de la météo, enfin bref, de tous les paramètres nécessaires. Retour en images dans la salle Jupiter où se trouve actuellement la cellule de vol Ariane qui est l'autorité de décision de ce lancement en matière de lanceur. Oui, la cellule est présidée par Jean-Yves Le Gall et elle réunit autour de lui Patrick Loire, le directeur de l'établissement Arianespace en Guyane, Édouard Pérez, le directeur technique central d'Arianespace et enfin Michel Aymar, le directeur des lanceurs du CNES. Au pupitre du centre de contrôle Jupiter, on trouve aussi les responsables opérationnels des clients, Thales Alenia Space pour Arabsat 5A et Kari, l'agence coréenne pour COMS. Bien sûr, avant d'arriver au jour J du lancement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On va peut-être rappeler encore une fois comment sont transportés les différents éléments d'Ariane jusqu'au centre spatial guyanais. Alors, les satellites arrivent la plupart du temps en Guyane par avion cargo, et c'est le cas pour les satellites d'aujourd'hui. Par contre, les différents des éléments du lanceur traversent l'Atlantique en bateau, à l'exception des propulseurs à poudre. Oui, les EAP qui sont, eux, faits sur place. Une fois ces éléments sur place au CSG, la campagne peut commencer. Tout de suite, nous vous présentons un résumé en images de cette campagne lanceur avec 2 de ses principaux responsables. Prédéchargement des conteneurs qui transportent les éléments du lanceur, ceux-ci sont d'abord assemblés au bâtiment d'intégration lanceur, le BIL. C'est là que les étages propulsifs d'Ariane 5 sont intégrés. À l'issue de cette phase, Arianespace prend en charge le lanceur et réalise le transfert entre le BIL et le BAF, le bâtiment d'assemblage final. Écoutons le COEL évoquer cette étape importante. C'est avant tout un énorme travail pour les équipes opérationnelles. Dans les faits, c'est le signal de la prise en compte par Arianespace de l'ensemble des activités opérationnelles jusqu'au lancement, avec le début du plan d'opération combiné lanceur et charge utile. En parallèle des opérations qui se poursuivent sur le lanceur, les satellites sont arrivés eux aussi à l'aéroport de Cayenne. Ils sont pris en charge jusqu'au remplissage par leurs équipes dans le bâtiment de préparation des charges utiles, le PCU. C'est après le remplissage des satellites que commence le plan d'opération combiné, le POC. Toutes les phases de la campagne se déroulent sous l'œil attentif du chef de mission, Ignazio Gori.
Le chef de mission assure l'interface et la liaison entre différents intervenants de la campagne, comme le lanceur, la base de lancement et les clients, pour coordonner les activités de préparation de la campagne et s'assurer de la disponibilité des charges utiles pour le rendez-vous avec le lanceur qui doit être le J0. Une fois que les satellites sont en place sur le lanceur, tout est prêt pour le transfert qui permet d'amener Ariane 5 sur sa table de lancement, du BAF jusqu'au pas de tir. Ces images ont été filmées à J-1, le roulage dure une quarantaine de minutes, il est autorisé par la sauvegarde, en particulier si les conditions météo sont remplies. On fait notamment attention à tous les risques liés au vent et à la foudre. Voilà, Ariane 5 est là et bien là, tandis que Jupiter, eh bien, derrière les baies vitrées, dans ce qu'on appelle le bocal technique, eh bien, voilà tout de suite un chef de projet Ariane Espace, c'est Michael Calary pour Arabsat 5A, et il y a aussi Luca Chiecchio pour Coms. Ce sont eux qui accompagnent nos clients depuis la signature du contrat. Les directeurs de mission satellite des clients, ils ont pour nom Ahmad Al-Shraede pour Arabsat 5A et le docteur Moon Gyun Nam du CARI, l'agence spatiale coréenne. Oui, le chef de mission, donc on l'a vu, c'est Ignacio Gori. Il dialogue notamment avec la cellule de contrôle visuel immédiat, le CVI, dont suit le lanceur, qui est installé à la montagne des Pères à Kourou. Et bien sûr, il dialogue avec le COEL au centre de lancement, le CDL. Évidemment. Alors à ses côtés, aux côtés d'Ignacio Gori, il y a Thierry Vallée, le DDO. Le DDO, lui, il va recevoir les informations des stations aval et nous allons l'écouter très régulièrement ici à Jupiter. C'est lui qui va rythmer la soirée. Il va annoncer l'entrée en séquence synchronisée, le top H0-1 minute, le décompte final, les données générales sur propulsion et trajectoire pendant la phase propulsée et puis les principaux événements. Nous l'écoutons lancer cette entrée en séquence synchronisée. Tout de suite, le DDO. Top H0-7 minutes. Voilà, nous sommes entrés dans cette séquence automatique qui est pilotée depuis le centre de lancement par deux puissants calculateurs. Elle permet d'effectuer les dernières mises en œuvre et les derniers contrôles. Le lanceur va devenir peu à peu autonome et cette séquence va nous mener jusqu'au décollage à H0. Alors ce soir, eh bien, la météo est bonne, comme on le voit sur ce panneau des verts, c'est notamment grâce à des ballons sondes qu'on a pu mesurer vitesse et direction du vent en altitude. Et on a mesuré aussi le vent sur l'ensemble de lancement. On fait évidemment attention au risque d'orage, on suit les masses nuageuses depuis la station météo. Un dernier point météo a été réalisé comme d'habitude, à H0, moins 10 minutes. Alors, sous la coiffe d'Ariane, que vous voyez en gros plan, il y a nos deux passagers, il y a deux satellites, Michel. Oui, les deux satellites sont sous contrôle de leurs équipes au bâtiment S5 de préparation des charges utiles. Et les responsables de ces deux satellites, les DMS qu'on vient de présenter, sont chacun à leur pupitre à Jupiter. On le voit à gauche, la performance demandée au lanceur est de 8393 kg, dont près de 5 tonnes pour Arabsat 5A en position haute. Il pèse 4939 kg. Le satellite en position basse, COMS, pèse à peu près la moitié, soit 2460 kg. Ils sont positionnés respectivement au-dessus pour Arabsat et à l'intérieur du SILDA pour COMS, le système qui permet d'effectuer les lancements doubles. Oui, le fameux SILDA. Alors, la séquence synchronisée, eh bien, elle se poursuit avec d'une part le premier calculateur, celui qui est dédié aux opérations fluides. Donc lui, il est en train de finaliser la pressurisation des réservoirs hydrogène et oxygène liquide aux valeurs de vol, aussi bien pour l'étage principal cryo que pour l'étage supérieur cryo. Il fera aussi les opérations sur les vannes d'interface sol-bord qui sont fermées, les réservoirs qui sont isolés, etc., etc. L'autre calculateur est dédié aux opérations électriques. Il est particulièrement en train d'effectuer les dernières vérifications qui vont conduire à la commutation électrique sol-bord à -1 minute. Et pour être parfaitement synchronisé, on attend H0 moins 3 minutes 30 secondes pour effectuer une opération indispensable, charger l'heure du H0 dans les deux calculateurs de bord. À noter, Michel, qu'effectivement, ce H0, c'est le même pour tout le monde, forcément. Donc, c'est le même aussi pour nos deux passagers, les satellites qui ont chargé ce même H0. On va partir sur une présentation du lanceur en vous présentant ces différents éléments. Alors, c'est une explication en images qui vous montre d'abord les deux boosters à poudre qui encadrent le corps du lanceur. Chaque booster contient 240 tonnes de propergol solide et puis bien sûr ils encadrent l'étage principal cryotechnique avec ses 25 tonnes d'hydrogène liquide et ses 150 tonnes d'oxygène liquide. Alors au-dessus de l'EPC, on trouve le SCA, l'étage supérieur cryo-Ariane, dont le moteur HM7B fonctionne aussi à l'oxygène et à l'hydrogène liquide. Et enfin la coiffe qui abrite les deux satellites Arabsat 5A et COMS que nous venons de vous présenter.
Alors, sur ce lanceur, il y a eu bien évidemment des étapes très importantes qui ont déjà eu lieu avant la séquence synchronisée. Par exemple, on peut citer qu'à H0 moins 7 heures, pour pouvoir justement faire les remplissages, eh bien, il a mis en froid des lignes cryotechniques et le contrôle des chaînes électriques. À moins 6 heures, le chargement du programme de vol et l'alignement des centrales inertielles. À moins 4 heures, le début des remplissages de l'EPC de l'ESCA en oxygène et hydrogène liquide. Et à partir de moins 30 minutes, c'est la préparation du lanceur à la séquence synchronisée qui débute jusqu'à ce que le lanceur atteigne son état dit pré-synchro. Pré-synchro, c'était bon à la pré-synchro, c'est bon dans la séquence synchro. Et vous le savez que toutes ces opérations, elles sont pour l'instant pilotées par des hommes et des femmes qui se trouvent le plus près du pas de tir à l'intérieur du centre de lancement, à moins de 3 km de lanceur. C'est un bâtiment blindé qui abrite les 150 opérateurs qui conduisent la chronologie de ce soir. Nous y rentrons en images. Alors au CDL3, il y a 3 équipes d'ingénieurs. La première travaille sous l'autorité du COEL, Daniel Groult. La deuxième est dirigée par le CPAP, chef de projet Ariane Production, Pierre-Yves Tissier. Et enfin, la troisième est pilotée par le CQCL, chef qualité campagne de lancement, Fabrice Daltroff. On peut le préciser, ce sont ces mêmes équipes, bien évidemment, qui participent à la RAL, la revue d'aptitude de lancement. C'est ça, elles ont suivi toute la campagne, elles ont présenté ensemble l'état de conformité du lanceur et de sa préparation, à la fois au comité technique Ariane et à nos 2 clients. C'est à l'issue de la RAL que le transfert de mardi dernier a été autorisé. Voilà, et c'est à la suite de ce transfert, bien évidemment, qu'Ariane 5 se retrouve sur sa zone de lancement avec ses 3 carnaux, ses 4 pylônes parafoudres et son château d'eau avec ses 1500 mètres cubes. Nous allons tout de suite évoquer le rôle des bras cryo. Alors que vous voyez, on zoome là sur le haut du lanceur. Ces bras cryo sont des pièces de couleur orange et rouge qui relient le lanceur au mât ombilical. Alors ce sont 2 bras cryotechniques qui assurent au travers de plaques, appelées plaques à clapet, le remplissage des réservoirs de l'étage supérieur ESCA en hydrogène et oxygène liquide. C'est pas facile à dire, plaque à dur. clapet, Michel. Alors, ces 2 bras, ils vont se rétracter du lanceur à H0 moins 5 secondes. Donc, ce sera 5 secondes avant l'allumage du moteur Vulcain. Vous apercevrez tout ça très bien à l'écran. Ouvrez l'œil, ce sera juste avant le décollage. L'étage principal cryotechnique, quant à lui, est rempli par le bas au niveau de la table de lancement et au moment du décollage, un simple système mécanique à bascule vient obturer et protéger les lignes sol des gaz de combustion. On approche du H0, mais il faut savoir que le H0, c'est toute une histoire quand même. Oui, c'est-à-dire qu'au H0, le moteur Vulcain s'allume, mais la poussée du moteur Vulcain est insuffisante pour que le lanceur décolle. Et donc on utilise cette opportunité pour faire des contrôles des paramètres de fonctionnement de ce moteur pendant 7 secondes. Et oui, et c'est à ce moment, H0 plus 7 secondes, une fois que ces contrôles sont faits, qu'intervient l'allumage des 2 étages d'accélérateur à poudre, les 2 boosters. Attention pour H0, et donc, 1 minute. le décollage, c'est dans un tout petit peu plus d'1 minute. On va laisser le DDO faire cette annonce. Top, moins 1 minute. Voilà, il est temps de dire merci à tous ceux qui sont encore avec nous en direct pour ces derniers instants de la chronologie finale. Bonsoir à Astrium au Muro, à la SNECMA à Vernon et puis bien sûr à Rennespace et au CNES qui nous reçoivent à Évry. Oui, bonsoir à Thales Alenia Space à Cannes. Un grand bonsoir aux invités de nos 2 clients en Arabie Saoudite et en Corée. Sans oublier la Guyane. On nous écoute à Cayenne et à Sinnamary. Et puis les internautes, ça, ils sont dans le monde entier sur arianespace.com. Nous allons vous laisser profiter du spectacle. Nous allons nous taire et vous retrouver dans 1 minute environ. À tout de suite. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage des étages d'accélération à poudre et décollage. Eh bien, c'est toujours un grand moment, toujours beaucoup d'émotions. Là, nous sommes entre chien et loup. C'est pas tout à fait le jour, pas tout à fait la nuit. Le
les boosters boostent, le Vulcain pousse et Ariane 5 accélère à toute allure en ce début de vol. Et voilà, le panache est provoqué par 1300 tonnes de poussée qui propulsent Ariane 5. Et ce sont les étages à poudre qui assurent 90% de la puissance du lanceur. Étages qui sont fabriqués en Guyane dans les usines de Régulus et d'Europropulsion. Les étages à poudre dont nous commençons à entendre le bruit au-dessus de nos têtes. Chaque EAP mesure 31 mètres de haut, 3 mètres de diamètre. Ils sont équipés d'une tuyère orientable articulée par une butée flexible et activée par le groupe Activation Tuyère. Paramètres bord normaux. Ils consomment chacun 2 tonnes de poudre par seconde et ils vont pousser 2 minutes environ quand ils auront chacun épuisé leurs 240 tonnes de poudre et on pourra s'en séparer ensuite. Oui, le lanceur, vous le savez, il envoie en permanence des données pour qu'on puisse le situer. C'est ça qui permet d'afficher en temps réel la trajectoire d'Ariane 5 sur l'écran central. Vous le voyez en haut à gauche sur nos écrans, eh bien on peut voir le tracé de référence, c'est-à-dire la trajectoire que doit suivre le lanceur. Et le petit carré qui se déplace par-dessus représente la position réelle d'Ariane 5 au fur et à mesure de son parcours dans le ciel. Vous pouvez voir aussi en bas à gauche de vos écrans sa vitesse instantanée en kilomètres par seconde, soit grand V, et son altitude en kilomètres, soit grand A. Pour échapper à l'attraction terrestre et pour le début de vol, eh bien, le lanceur a eu besoin de la force phénoménale qu'ont apporté les 2 boosters, les 2 propulseurs à poudre. Mais on va bientôt s'en débarrasser dès qu'ils auront consommé toute leur poudre et fini leur mission. Ça va très vite, toujours en ces débuts de vol. Donc on va attendre l'annonce du DDO pour cet événement de vol. Séparation des EAP. Et donc pour éviter toute collision, comme on voit sur ces images, les propulseurs vides sont écartés du corps de lanceur à l'aide de fusées d'éloignement. Et il y en a 8, 4 en haut et 4 en bas par EAP. Prochaine étape, Michel, le largage de la coiffe. Oui, ça va vite. La coiffe d'Ariane 5 est là pour protéger les satellites du lanceur en début de vol, mais au-delà de 100 km d'altitude, il n'y a plus ni frottement, ni vibration acoustique, puisqu'on se retrouve quasiment dans le vide et la coiffe peut être larguée. Cette coiffe, vous la voyez, 17 mètres de hauteur, 5 mètres 40 de diamètre. Elle est fabriquée en Suisse par Ruag Space. C'est une structure sandwich dite nid d'abeille, faite d'aluminium et de fibres de carbone. Elle est conçue pour minimiser les vibrations et pour sa surface, elle est extrêmement légère. Ça y est. Encore 2 tonnes de moins sur le lanceur, Pierre. Voilà, grâce à un système pyrotechnique, vous le voyez, la coiffe se sépare en 2 demi-coiffes qui s'éloignent et se mettent à battre dans le vide. On appelle ça la respiration de la coiffe. Alors à l'heure actuelle, il reste encore un peu plus de 5 minutes de poussée de l'EPC. L'étage principal cryotechnique donc de cet Ariane 5, il embarque dans ses réservoirs en alliage d'aluminium 150 tonnes d'oxygène liquide. On vous l'a dit, c'est à moins 160 degrés, oui, et 25 tonnes d'hydrogène liquide à moins 240 degrés Celsius. Ces ergols très très froids sont produits dans une région où il fait très très chaud. Oui, tout à fait. Ils sont fabriqués en Guyane par Air Liquide Spatial Guyane dans ces usines à proximité de l'ELA et ils sont transférés dans d'énormes réservoirs cryotechniques qui sont tractés jusqu'au pied du lanceur. Et ces 2 ergols, en s'enflammant au travers du moteur Vulcain 2, ils produisent une poussée de l'ordre de 136 tonnes, une consommation en ergols qui est de toute façon optimisée par les ordinateurs de bord. Alors le lanceur doit rejoindre les orbites de transfert géostationnaires qui ont été définies pour les 2 satellites. Et pour cela, on peut dire qu'Ariane 5 se guide elle-même. Ce qui veut dire bien sûr qu'Ariane 5 suit le programme de vol qui a été défini par Arianespace en fonction de cette mission bien spécifique. Et vous le voyez, on voit le déplacement, la petite étoile au milieu, c'est là à peu près où est notre lanceur, le calculateur de bord. Donc il compare, comme vous l'avez dit Michel, la trajectoire idéale avec la trajectoire réelle, celle qui est fournie par la centrale de guidage. Et puis au fur et à mesure du vol, le calculateur de bord déduit les corrections nécessaires, il oriente les moteurs en conséquence. C'est le calculateur de bord notamment qui va déclencher, mais ça sera un peu plus tard, l'extinction de l'étage principal cryo en fonction des données réelles du vol. Oui, alors depuis le dernier lancement, il s'est passé beaucoup de choses, donc il est temps de passer aux news d'Arianespace. Tout de suite. Pour son premier lancement de l'année, Arianespace a mis sur orbite les satellites Astra 3B au profit de l'opérateur SES Astra et Comsat BW2 au profit du ministère allemand de la Défense. Ce 50e lancement Ariane 5, le 21 mai 2010, était aussi le 36e succès consécutif pour Arianespace. Lors du salon ILA Berlin Air Show, Jean-Yves Le Gall a réaffirmé l'importance de la contribution allemande, tant industrielle qu'institutionnelle, au programme Ariane. Une contribution primordiale dans la place de leader qu'occupe Arianespace depuis 30 ans. Arianespace a participé au sommet Communicasia qui vient de se dérouler à Singapour et qui a accueilli des professionnels des télécommunications venus de plus de 100 pays.
En prologue de ce salon, Jean-Yves Le Gall s'est adressé à un panel de l'Association asiatique de télécommunications pour souligner l'importance du transport spatial dans la filière de télécommunications. Du côté commercial, Arianespace a signé avec Lockheed Martin le contrat de lancement du satellite vietnamien Vinasat 2. Il sera lancé depuis la Guyane en 2012, soit sur Ariane 5, soit sur Soyouz. Dans le cadre de l'année franco-russe et de l'exposition au Grand Palais, les premiers ministres Vladimir Poutine et François Fillon ont tenu ensemble une conférence de presse sur la coopération entre les deux pays. À Saint-Pétersbourg, les présidents Dimitri Medvedev et Nicolas Sarkozy ont évoqué la famille des lanceurs Ariane 5, Soyouz et Vega. En leur présence, Jean-Yves Le Gall et Anatoly Perminov, le président de Roscosmos, ont signé un accord qui permettra à Arianespace de commander jusqu'à 10 lanceurs Soyouz supplémentaires. Ces lanceurs sont rassemblés au centre spatial guyanais. On peut voir derrière moi la fabrication en cours de la première structure bobinée du moteur P80 qui sera utilisée pendant la phase des vols de production du lanceur Vega. Il est le moteur monolithique en composite le plus grand jamais réalisé au monde. Pour obtenir ce résultat, nous avons mis en place des technologies assez nouvelles et nous avons de même employé des matériaux plus légers et plus performants. Voilà, tout se passe bien pour Ariane 5 qui suit une trajectoire toujours conforme à la prévision. Ariane 5 est suivi tout au long. La trajectoire est normale. Ariane 5 est suivi tout au long de son vol par les stations au sol. Pour l'instant, elle est encore suivie par la station de Kourou à Galio. Le DDO vient de l'annoncer. Non, il ne l'a pas annoncé. Il va l'annoncer. Le DDO va bientôt annoncer l'acquisition du lanceur par la station de Natal à l'extrême est du Brésil. Voilà, c'est ça. On va quitter la visibilité de Kourou pour être acquis par la station en pointe, là, vous voyez, sur cette image. Et pour l'instant, eh bien, c'est l'EPC qui propulse le lanceur depuis presque 8 minutes, on va dire. Il finira sa mission dans 1 minute environ. Un étage qui mesure 30 mètres de haut, masse à vide 14 tonnes et son moteur, on l'a déjà dit, c'est le Vulcain 2. Oui, le Vulcain 2 est fabriqué à Vernon, en Normandie, comme le moteur HM7B de l'étage supérieur cryotechnique, le SCA, qui va bientôt prendre le relais. La tuyère du Vulcain 2 est fabriquée en Suède, la chambre de combustion vient d'Allemagne et la turbopompe oxygène liquide vient d'Italie. Eh oui, c'est une véritable coopération européenne, car bien sûr, c'est grâce à la participation de tous les pays européens de l'Agence spatiale, l'ESA, que le succès est au rendez-vous pour les lanceurs de la famille Ariane, et cela dure depuis plus de 30 ans. Voilà, on a l'acquisition Natal. Il faut rappeler au passage que pour l'année 2009, Arianespace a lancé 12 satellites et préciser aussi que la capacité d'emport du lanceur Ariane 5 est de 9 tonnes à 9 tonnes 4 pour les lancements doubles en orbite géostationnaire comme ce soir. Lors de son extinction à environ 210 km d'altitude, eh bien, l'EPC va se séparer. Voilà, c'est fait du composite supérieur et retomber dans l'océan Atlantique. Séparation de l'étage principal cryotechnique. Alors, lors de la séparation, des fusées d'accélération sont allumées sur le SCA et c'est cette accélération facilite la séparation, mais elle permet aussi d'optimiser l'allumage de cet étage qu'on vient d'annoncer. Oui, en effet, cela permet de plaquer les ergols oxygène et hydrogène liquide vers le fond des réservoirs, grâce à l'accélération. Cette poussée donc contribue à s'assurer de la bonne alimentation du moteur. Donc c'est maintenant le SCA qui assure la poussée de ce qui reste de notre lanceur. Son moteur HM7B va fonctionner environ 940 secondes et la poussée de ce moteur dans le vide, puisqu'on y est de l'ordre de 6,5 tonnes. Oui, il s'agit donc d'arriver au point d'injection en amenant le lanceur de 210 km à 580 km d'altitude. Donc à cette altitude, sa vitesse devra atteindre 9400 mètres par seconde, ce qui nous fait environ 34 000 km/h. Vous le voyez sur ces images 3D, ça n'a pas l'air d'aller vite, mais ça va très vite. Ouais, il est temps de passer au satellite. Donc notre passager en position haute, c'est Arabsat 5A. Arabsat est un client d'Arianespace depuis 1985 et c'est le plus important des opérateurs arabes. Il y a déjà eu 6 satellites Arabsat lancés avec succès par Arianespace. Sont normaux, la trajectoire est normale. Vous entendez le DDO, tout est normal. Signalons, puisqu'on évoquait notre client, qu'au-delà du lancement de ce soir, 2 nouveaux satellites de l'opérateur Arabsat seront lancés prochainement par Ariane. Il s'agit d'Arabsat 5C et Badr 7. Alors tout de suite, eh bien, nous allons retrouver le directeur de la mission Arabsat 5A, Ahmad Al-Shraedi, et Michael Kalari, 2 hommes qui se sont longuement côtoyés lors de la préparation de ce lancement. Arrivé à l'aéroport de Cayenne, Arabsat 5A a été acheminé
terminé jusqu'au centre spatial guyanais. C'est dans une atmosphère contrôlée qu'il a été sorti de son conteneur au bâtiment S5 et pris en charge par ses équipes satellites. Michael Calary est le chef de projet Arabsat 5K pour Arianespace. C'est lui, l'interlocuteur privilégié de notre client. Cette campagne a un caractère tout à fait particulier du fait du nombre d'acteurs impliqués. Arianespace a travaillé étroitement avec Astrium, Thales Alenia Space et Arabsat lors des activités d'intégration. Et au début de la campagne, le CNES CSG a rejoint l'équipe. Cette étroite interaction et préparation entre les équipes a été un facteur déterminant pour le succès de la campagne et de la mission. Arabsat 5A est le premier de la 5e génération des satellites Arabsat. Il va remplacer Arabsat 2B et va offrir de nouveaux services à un monde arabe dont la demande et les besoins grandissent rapidement. Le lancement réussi d'Arabsat 5A va contribuer à améliorer la capacité de service d'Arabsat dans tous les pays arabes. Par ailleurs, Arabsat peut exploiter le satellite en position orbitale à 20 degrés et à 30,5 degrés. Et cela nous permettra d'étendre tous nos services dans le monde arabe. Arabsat 5A est conçu pour développer ces opérations multimissions. Et en particulier, cela veut dire le développement de toutes les activités de télécommunication, de tous les services dans le monde arabe, auxquels viendront s'ajouter l'Asie et l'Afrique. Nous allons être le premier fournisseur de services dans le pays et dans toute la région Moyen-Orient, monde arabe. En fait, nous allons fournir tous les services qui nous sont demandés par l'administration grâce à ces nouvelles capacités. Un fait important, c'est qu'après la séparation, nous allons disposer de trois vaisseaux spot pour répondre aux besoins accrus de toutes les parties du monde arabe. Et je puis vous assurer qu'il n'existe pas d'autres opérateurs dans la région Proche-Orient-Afrique capables de fournir la même puissance et la même capacité qu'Arabsat. Arabsat 5A est basé sur la plateforme Eurostar 3000. Sa durée de vie est prévue pour 15 ans de bons et loyaux services de télécommunications. Et une fois en orbite, Arabsat aura une envergure de 40 mètres. Il est équipé de 4 réservoirs à ergols biliquides. Pendant que vous parliez, Michel, on a entendu le DDO annoncer l'acquisition par la station d'Ascension qui reçoit maintenant les données de télémesure du lanceur. Ascension, une toute petite île au milieu de l'océan. Tout va bien pour Ariane 5 qui continue sa route. Vous voyez comme elle est belle là, sur ces images 3D. Ouais. Elle est au-dessus de l'Atlantique. Ce qu'on voit, c'est Arabsat. Donc, revenons sur Arabsat. C'est un satellite stabilisé 3 axes à la séparation, puis pour le transfert sur l'orbite finale. Il est doté de 24 répéteurs en bas de KU et 28 répéteurs en bande C. Nous allons découvrir maintenant encore un peu mieux notre client et son importance, l'importance de ce satellite pour la flotte Arabsat, avec des interventions de Reynald Seznec, le directeur général de Thales Alenia Space, et Khalid Balkeyour, PDG d'Arabsat. Dans le cadre du programme Arabsat, la mission du satellite 5K est déterminante. C'est le résultat d'un travail efficace entre les équipes d'Arabsat, de Thales Alenia Space, de ADS, Astrium et bien sûr d'Arianespace. Il a fallu un peu plus de 2 ans pour construire ce satellite. Et finalement, il est aujourd'hui sur le pas de tir et bientôt dans l'espace. Je voudrais souhaiter à tous un bon lancement, aux équipes qui sont en Guyane, comme à celles qui effectueront les opérations après la séparation. Bonne chance à tous et merci. One world, one heart. A world so different, yet so alike. Our world. The one and only world, where we're more at home. A world that Arabsat has been bringing closer together for over 30 years, making it today's largest Arab community in the sky. The world of Arabsat. Now, we're bringing it closer than ever. With Badr, the new 4th generation of Arabsat satellites. Arabsat. Our world, your world.
Aujourd'hui est un jour très spécial et tout le monde ici à Thales Alenia Space se réjouit d'en faire partie. Je suis moi-même très heureux de pouvoir franchir avec vous cette étape importante, surtout si peu de temps après le lancement réussi d'Arabsat 5B. Le 5A est le premier de la 5e génération de satellites Arabsat. Et nous en sommes très fiers parce que la technologie est exceptionnelle. C'est une grande première et une aventure passionnante. Arabsat 5A est appelé à jouer un rôle très important dans toute la région du Proche-Orient et de l'Afrique. Il fournira des capacités additionnelles en bande C comme en bande KU, ce qui signifie qu'il pourra servir un très large éventail de marchés. Et il fournira des services interactifs sophistiqués en plus de la TV HD. À Thales Alenia Space, nous sommes tous déterminés à accompagner Arabsat dans sa croissance en continuant à fournir des technologies aux performances remarquables. La campagne qui s'achève a été remarquable. Félicitations à Arabsat, à Arianespace, ainsi qu'aux équipes de Thales Alenia Space et d'Astrom Satellite qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour nous réunir aujourd'hui. Tous à Thales Alenia Space se joignent à moi pour adresser à Arabsat et à ses clients tous leurs meilleurs vœux de succès pour le lancement d'aujourd'hui. Bonne chance à tous. Shukran. Voilà, le lanceur poursuit sa route et il est à plus de 180 km d'altitude et à un peu plus de 8 km par seconde. Alors, Michel, où en est notre lanceur, je veux dire géographiquement parlant? Il est parti plein est depuis Kourou. Il a traversé l'Atlantique, il a survolé donc Ascension et il va bientôt rentrer en Afrique par le Gabon et en sortir par le Kenya. Alors ces images ont l'air de se dérouler au ralenti. Vous voyez, il y a juste la côte là qu'on voit tout en bas qui peut servir de référence. Ça va très très vite quand même. Nous allons maintenant découvrir donc notre deuxième passager embarqué en position basse. Oui, celui qu'on ne voit pas qui est sous le ciel là. Il s'agit de COM. C'est le premier satellite coréen géostationnaire. On l'a déjà surnommé le couteau suisse des satellites parce qu'il pourra faire beaucoup de choses à la fois. Ouais, il sera équipé à la fois d'un imageur météo, d'une charge utile d'observation océanique et d'une charge utile de télécommunication expérimentale multimédia en large bande. Alors, nous allons justement rencontrer un acteur coréen de cette campagne avec un sujet qui évoque notamment les ambitions de la Corée en matière spatiale. Voilà, c'est pour tout de suite et le lanceur continue. Arianespace a toujours accompagné les pays qui souhaitent trouver un accès à l'espace pour leur tout premier satellite. D'ailleurs, les Coréens connaissent bien le port spatial de l'Europe. La Corée du Sud fait partie de ces nations qui veulent miser sur l'espace. La Corée du Sud a depuis longtemps une politique de développement du secteur spatial. Dans le cadre de ce programme, nous avons déjà la capacité de développer des satellites en orbite basse. La prochaine étape est de passer au développement des satellites en orbite géostationnaire. L'Institut de recherche spatiale coréen a conçu et réalisé ce satellite COMS avec EADS Astrium. Le succès de ce lancement confirmera notre capacité dans le domaine des satellites géostationnaires. La collaboration entre la Corée du Sud et Arianespace a commencé avec les satellites scientifiques KITSAT A et B au profit du Centre de recherche technologique pour les satellites coréens. Elle s'est poursuivie avec le lancement de KoreaSat 3 pour Korea Telecom. Le lancement d'aujourd'hui est une nouvelle preuve du succès de cette collaboration en Asie-Pacifique. La région Asie-Pacifique est très importante pour Arianespace. Nous avons déjà mis sur orbite près de 60 satellites et nous en avons encore 9 à lancer sur notre carnet de commandes. On peut aussi ajouter que dans le carnet de commandes d'Arianespace se trouve le satellite KoreaSat 6 qui sera lancé dans les prochains mois. Oui, c'est important. Et pendant ce temps, Ariane 5 se rapproche des côtes africaines. Le lanceur approche donc du Gabon, sur la côte ouest de l'Afrique. C'est de Libreville que les données sont automatiquement transmises à Kourou, sur la montagne des Pères. Et c'est là que se trouve l'équipe CVI, Contrôle Visuel Immédiat, qui reçoit toutes les informations du lanceur et les analyse en temps réel. On peut être encore plus précis, Michel, puisqu'il y a environ 1 millier de données qu'envoie le lanceur. Il y a environ 150 paramètres qui, eux, sont exploités en temps réel aux consoles, propulsion, trajectoire et pilotage. Voilà, demain, toutes les données sont revues et exploitées pour vérifier que le vol a été bien conforme aux prévisions et une synthèse sera présentée aux clients lors de la CRAL, c'est-à-dire le compte-rendu après lancement. Oui, c'est important également. Nous allons voir tout de suite un film qui va nous détailler l'activité de COMS et pourquoi il a hérité de ce surnom de couteau suisse des satellites.
Ce satellite géostationnaire sera principalement utilisé pour la surveillance de l'environnement. Depuis cette orbite, les observations peuvent être faites de façon continue. En particulier, l'imageur météo peut faire le suivi de phénomènes à évolution rapide, comme les tempêtes de sable jaune au printemps et les typhons à la fin de l'été. On pourra aussi observer des variations rapides des conditions océanographiques, comme les phénomènes de marée, ce qui n'a encore jamais été fait depuis un satellite en orbite basse. L'observation de la Terre depuis l'orbite géostationnaire demande un pointage et un contrôle extrêmement fin de la ligne de visée des instruments optiques. Nous avons développé pour ce satellite un contrôle d'attitude spécifique utilisant des gyromètres à fibre optique développés par Astrium. Le satellite embarque aussi une charge utile de télécommunication en bande Ka, développée par l'ETRI, qui est un institut coréen de recherche en télécommunication. La conception et la fabrication du satellite a été faite à Toulouse avec la participation d'environ 30 ingénieurs coréens qui ont passé 2 ans à Toulouse. Après ces 2 années, tous les éléments du satellite ont été envoyés au Kari, à Daejeon, Corée du Sud, où l'intégration et les tests du satellite ont été effectués. Ça a été un vrai challenge de travailler loin de nos bases et dans un milieu multiculturel. Le résultat est là, juste derrière moi. Le satellite est maintenant terminé et prêt pour le tir. Avec ce satellite, Astrium confirme son rôle de leader mondial dans le développement de satellites d'observation à l'exportation. Oui, c'est la station de Malindi qui suit maintenant le lanceur et c'est cette station qui nous informera de la séparation des 2 satellites. Malindi, comme vous le savez, se trouve au Kenya. On a donc traversé pratiquement l'Afrique d'ouest en est. Alors, Ariane 5 continue sa route normalement dans l'espace. Alors, profitons de la fin de cette phase propulsée pour rappeler qu'Ariane 5 est le seul lanceur commercial bien capable d'effectuer des lancements doubles sur l'orbite géostationnaire. Et oui, à l'heure actuelle, ce sont 279 satellites qui ont été mis sur orbite par Arianespace et sans doute 281 dans quelques instants. Les satellites lancés par Arianespace représentent plus de la moitié des satellites commerciaux en activité. Oui, ce sont des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Ariane 5 est donc le lanceur le plus sûr, le plus fiable du marché, avec 36 succès d'affilée. Et sur le marché du transport spatial, eh bien, Arianespace dispose du plus grand carnet de commandes, avec 36 satellites géostationnaires à lancer sur Ariane ou Soyouz, sans compter 6 Ariane 5 dédiés pour desservir la Station spatiale internationale avec le cargo européen ATV. Il faut aussi y rajouter maintenant 17 lancements Soyouz spécifiques qui vont notamment mettre sur orbite la majeure partie de la constellation Galileo depuis Sinamari. Comme on dit chez Arianespace, launches speak louder than words. Yes. C'est ça, les lancements parlent plus que les mots. Voilà, c'est fait. Extinction de l'étage supérieur cryotechnique qui vient d'éteindre son moteur. La phase propulsée de la mission est terminée. On se rapproche peu à peu de notre premier objectif, la séparation d'Arabsat 5K. C'est ça, le lanceur commence sa phase balistique. La phase balistique comporte des manœuvres pour positionner Arabsat 5K, notre premier passager. C'est ce qu'on appelle le balai de l'espace qui se terminera avec la mise à poste du second passager, COMS, le satellite coréen. Tout se poursuit donc normalement. La trajectoire du lanceur est conforme à la prévision de vol. Cela fait plus de 25 minutes qu'Ariane 5 a décollé. À l'heure actuelle, le lanceur n'est plus composé que de l'upper composite, c'est-à-dire de l'étage ESCA et la case à équipement. Au-dessus du SILDA, le satellite Arabsat. Et à l'intérieur du SILDA, le satellite COMS. Arabsat 5K va être libéré selon une séparation stabilisée 3 axes grâce au ressort de l'adaptateur. Alors ce soir, justement, puisqu'on voit Arabsat 5K, la proue de notre lanceur, cet adaptateur, il est fourni par RUAG Aerospace. Ils sont équipés de nouveaux systèmes de séparation low shock, c'est-à-dire que le niveau de choc à la séparation est très faible. Ils sont fabriqués en Suède. Et en pratique, comment se passe la séparation du satellite proprement dite? Alors le satellite est posé sur son adaptateur.
Il est maintenu par une sangle et un système pyrotechnique permet de relâcher la sangle sur commande électrique de l'ordinateur de bord. Le satellite, à ce moment-là, n'est plus arrimé au SILDA. Et donc, le système de lancement double Ariane, c'est-à-dire que des ressorts d'éloignement l'écartent à ce moment-là du composite. Et oui, et à ce moment-là, eh bien, Arabsat 5A sera séparé du lanceur. C'est pour dans quelques instants. Ici à Jupiter, effectivement, tous les regards sont tendus sur l'écran central pour ceux qui sont du côté du public, sur leur pupitre pour ceux qui sont dans le bocal technique. Et bien évidemment, c'est un moment important pour nos clients. On attend donc la séparation du premier passager, Arabsat 5A. Voilà nos clients. Séparation du satellite Arabsat 5A. Et c'est fait, on voit quand même un petit sourire, il y a des... Bon, c'est pas la liesse parce qu'on attend quand même que notre deuxième passager soit libéré, mais la vie en tout cas d'Arabsat 5A, vous le voyez sur ces images, eh bien, elle vient de commencer. Et oui, et grâce à ces capteurs solaires, Arabsat 5A va se positionner automatiquement par rapport au Soleil et puis il déploiera partiellement ses panneaux solaires pour avoir de l'énergie électrique. Ensuite, il fera ses mises à feu du moteur d'apogée pour le reconduire sur l'orbite circulaire finale jusqu'à l'altitude géostationnaire de 35 786 km. Puis, eh bien, il finira, ce satellite, ses opérations de mise à poste par le déploiement total de ses panneaux, le déploiement de ses antennes. Il sera effectivement checké, contrôlé par ses stations sol, toutes les équipes. Hein. Une vie en orbite, c'est toujours plus compliqué qu'on croit. Hein. Mais tout de suite, justement, pour raconter un petit peu quelques indications sur cette mise à poste, eh bien, on retrouve Ahmad Al-Shraidi. Bien, la station de Riyad va acquérir le signal dans quelques minutes et nous espérons que tout ira bien et se déroulera comme prévu. La station va récupérer le signal dans quelques minutes et le déploiement partiel des panneaux commencera immédiatement. Et c'est pour moi un moment vraiment extraordinaire et je suis très tendue en ce moment même. J'ai deux sujets de stress. D'abord, ma fille a été hospitalisée aujourd'hui, malheureusement, mais je viens d'apprendre qu'elle venait de sortir de l'hôpital. Et je voudrais dire à ma famille combien je l'aime, Razan, Mira, tous. Et mon deuxième sujet de stress, c'est bien sûr la réussite du lancement d'Ariane, grâce auquel nous serons certains que nos satellites sont en des mains sûres. Le professionnalisme que j'ai pu observer est absolument exceptionnel. Merci à Arianespace, à Astrium, à Thales, dont les efforts conjugués ont abouti à ce jour. Merci. Alors bien sûr, depuis la séparation d'Arabsat, on est parti dans une autre phase d'orientation qui va permettre maintenant de séparer le SILDA. Et cela doit s'effectuer dans une direction qui l'éloigne des autres corps. Oui, bien sûr. Alors, on le rappelle, hein, mais vous le savez, le SILDA, c'est l'acronyme de Système de lancement double Ariane. C'est une structure noire, vous le voyez, elle est en matériaux composites. Et ce soir, c'est un SILDA d'une hauteur de 6,40 mètres. Oui, c'est une des 6 versions actuelles de SILDA de hauteur variable. Et toutes ces versions permettent d'emporter à peu près toutes les combinaisons de satellites. Et Dieu sait qu'on en a vu de toutes les formes et de tous les poids ici au Centre spatial de l'Europe. Alors pour revenir sur le balai de l'espace, sur le contrôle extérieur du lanceur se trouve le système SCA, système de contrôle d'attitude. Et on voit des petits jets d'ailleurs hein, là sur ces images 3D. Ouais, ce sont 12 tuyères qui sont alimentées avec de l'hydrogène et de l'hélium. Et on a vu sur ces images de synthèse des jets de tuyères intermittents qui font comme des petits flashs. Le calculateur de bord décide à la fois du choix des tuyères qui vont être ouvertes et fermées et des durées d'ouverture et de fermeture de ces tuyères. Oui, on appelle ça d'ailleurs la logique de gestion des tuyères. Cela permet de réaliser les manœuvres d'orientation, les manœuvres de mise en spin qui sont requises par les satellites et le SILDA. On attend maintenant la séparation du système de lancement double Ariane. Voilà, le SILDA est séparé. Le SILDA a été découpé par un cordon pyrotechnique. La partie supérieure du SILDA a été éjectée grâce à ses 8 ressorts et on vient de perdre encore 500 kilos. Eh oui, une demi-tonne. Rappelons au passage que le lanceur Ariane 5 se trouve maintenant dans sa phase finale ascensionnelle. Hein, cela veut dire qu'il utilise sa formidable vitesse pour gagner de l'altitude, car au moment de la séparation de COMS, le lanceur doit atteindre l'altitude de 2000 km. Et sa vitesse sera alors de 8,33 km/s environ, soit 30 000 km/h. Et maintenant, le balai est consacré à l'orientation du lanceur pour pouvoir séparer COMS. Il va se mettre en spin, c'est-à-dire il tourne
à 45 degrés par seconde, c'est-à-dire que le satellite mettra 8 secondes pour faire un tour sur lui-même. Nous allons retrouver, pendant que tout se passe très bien, on vous le répète, nous allons retrouver le directeur de la mission satellite pour COMS, Seong-Bong Choi. Il nous fait un résumé des opérations de mise à poste, ces opérations qui auront lieu juste après séparation, qui auront lieu d'ailleurs depuis la station Sol à Toulouse, puis en Corée. Après séparation du lanceur, les opérations de mise à poste du satellite seront prises en charge par les équipes d'Astrium à Toulouse. Les équipes coréennes de Kari les rejoindront pour participer à ces manœuvres. Ils vont superviser les opérations d'accélération qui permettent la circularisation, ainsi que le déploiement des antennes et des panneaux solaires. Ensuite, le satellite sera pris en charge par notre station Sol en Corée. C'est là que nous réaliserons des tests en orbite des 3 applications de notre satellite. COMS, il faut le savoir, est basé sur la plateforme Eurostar 3000. C'est donc la même plateforme de base que son copassagère Arabsat 5K. Sa durée de vie est de l'ordre de 10 ans, son envergure en orbite plus de 17 mètres et sa position orbitale 128,3 degrés est. Alors ici à Jupiter, donc tous les regards sont tournés vers les écrans de contrôle puisqu'on approche de la fin de vol et en particulier les regards de nos amis coréens. Bien sûr. Nous approchons de la fin de cette mission et de la fin de ce 2e vol de l'année 2010. Alors nous allons tranquillement attendre avec vous l'annonce du DDO qui devrait intervenir dans quelques secondes. On est très confiant, hein, là je vois Luca Kiekyo qui est détendu, décontracté. Voilà, ça y est, soulagement, bonheur pour nos clients, les applaudissements ici à Jupiter. Eh bien on remercie nos clients pour leur confiance, ils ont eu raison de s'adresser à Arianespace. Succès complet pour Arianespace pour cette 51e Ariane 5 et tous les opérationnels, regardez sur ces belles images comme ce qui prend vie dans l'espace, tous les opérationnels donc voient leurs efforts récompensés, Michel. Et moi je souhaiterais y associer tous les partenaires d'Arianespace en Guyane, tous les prestateurs et tous ceux, femmes et hommes, qui travaillent ici sur la préparation des lancements. Et Dieu sait si cette fois il a fallu mettre les bouchées doubles avec ces reports. Oui, et oui, ça les équipes, ça se fait dans l'ombre, vous ne le voyez pas, mais elles travaillent d'arrache-pied et c'est elles qui peuvent remettre comme ça le lanceur en configuration. Arianespace, décidément la référence du transport spatial dans le monde, première société commerciale de transport spatial. Eh bien oui, c'est Arianespace, leader du marché en matière de lanceurs sur les vols commerciaux. Elle a été un peu capricieuse, hein, mais voilà. On est récompensé dans quelques instants. Nous allons revoir, voilà, tout de suite, les images de ce lancement. Stage accélération à poudre et décollage. Alors effectivement, c'était très court parce que ici on a un plafond nuageux assez bas en cette saison, hein, Michel, qui nous a pas permis vraiment, qui a pas permis aux caméras de suivre le lanceur plus avant. C'est dommage parce que c'est toujours bien. On était entre, je vous dis, en fin de journée, hein, mais là il y avait beaucoup de nuages sur Kourou et donc on revoit encore. Regardez, une caméra plus éloignée. On s'en lasse pas. Hein. Là, on est encore en fin de saison des pluies et on voit que la couche nuageuse est très basse. Ceci dit, elle nous a permis quand même d'avoir un bon verre météo. Pardon. Et effectivement, là vous le voyez, c'est toujours impressionnant cette traînée qui suit le lanceur. Ici à Jupiter, eh bien, les Coréens, nos clients arabes, tout le monde effectivement a le sourire. Je vois Michael Calary, Patrick Loire, voilà, ça se félicite. Heureusement, dans quelques instants, eh bien, nous allons avoir les autorités de ce lancement, Jean-Yves Le Gall et les principaux responsables de nos clients qui vont faire des déclarations. Mais ici à Jupiter, eh bien, on est content parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas eu énormément comme ça de lancements, Michel, qui soient repoussés. Ça fait... Comme tout de suite, c'est vous venez de le voir, ce 51e lancement d'Ariane 5 vient de placer sur leur orbite de transfert géostationnaire Arabsat 5K et COMS. Et naturellement, je m'en réjouis. Donc je veux tout d'abord m'adresser à nos clients. Ce lancement, vous le savez, intervient en retard par rapport à ce qui était prévu et après plusieurs tentatives. Néanmoins, son parfait déroulement, le fait qu'il s'agisse du 37e succès d'affilée de notre lanceur, montre clairement que notre politique qualité est exactement celle que vous attendez. Je veux donc vous remercier
pour la confiance que vous nous avez toujours témoignée. Pour Arabsat 5K, il s'agit du 7e satellite Arabsat lancé par Arianespace. Nous sommes très fiers du vrai partenariat que nous avons construit avec Arabsat depuis plus de 25 ans. Je tiens donc particulièrement à remercier mon ami, M. Khaled Baïkeyour, et toute sa délégation pour être venus ici en Guyane assister à ce lancement, et bien sûr Astrium et Thales Alenia Space qui ont construit ce satellite. Pour COMS, ce lancement s'inscrit dans le cadre d'une coopération fructueuse avec la Corée, et en particulier avec son agence spatiale, le CARI, et Arianespace. Débuté avec le lancement de microsatellites, cette coopération s'est poursuivie par le lancement de Coreasat 3 et elle s'illustre aujourd'hui avec le lancement de COMS. Donc je souhaite vous remercier, Monsieur le Ministre, d'être venu ici assister à ce lancement. Et je souhaite aussi remercier le docteur Sang-Liu Lee pour la confiance que le CARI place dans notre société. Puis la création d'Arianespace, il y a 30 ans, nous avons lancé avec succès 281 satellites, les 2 derniers à l'instant. Cela va continuer, puisqu'après ce lancement, notre carnet de commandes compte encore 34 satellites à lancer vers l'orbite géostationnaire, auxquels il faut ajouter 6 lancements d'ATV et 17 lancements de Soyouz. Depuis le début de 2010, nous avons en effet déjà signé 9 nouveaux contrats, le dernier en date que j'annonce ce soir étant avec l'opérateur argentin Arsat, donc ça fait un nouveau contrat. Je souhaite donc remercier tous ceux, et ils sont nombreux, à qui nous devons cette réussite. L'Agence spatiale européenne et bien sûr ses États membres, le CNES et tous nos partenaires industriels, et bien sûr les équipes d'Arianespace qui viennent de réaliser un lancement parfait. Il n'a pas été facile parce que je peux vous dire qu'après 3 tentatives en 4 jours, nos collaborateurs sont un peu fatigués, mais d'aucuns diront qu'ils aiment ça, et ils préparent déjà le suivant. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous le voyez, je suis particulièrement satisfait de ce lancement. Et sans plus tarder, je passe la parole à nos clients. Pour Arabsat 5K, M. Khaled Baïkeyour, et pour COMS, M. Young-Shin Kim, ministre de la Science et de la Technologie. Bismillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah. This has been an opening statement in Arabic, but it's been a hectic 3 days, very disturbing. We've been waiting for this launch for quite some time. Space technology is complex. We have to be careful with what we're doing, and I really like to thank Ariane, headed by Mr. Legal, and all his team. I'd like to thank CNES and ESA for all the technical support they have given to this mission. It's been a successful mission. We're glad that we have a successful launch, successful separation. We still have some time for our satellite to get in orbit and being tested and finalized, and finally being in operation. It's been great teamwork. I don't want to forget all the engineering done behind the scene from Ariane team, from Arabsat team, from Thales, from Astrium. They've been working in a very good program through the last 2.5 years. And finally, we have a successful launch. Thanks to all of you. Thanks to Ariane again. Quality is first. That's what I've been talking to Mr. Legal. It's been better being late than never, but we're glad we made it. And it's been 3 days again, tired, anxiety was high, but finally we got to rest. Thank you. Thank you again. Thank you to all of you. With your understanding, I would like to speak in Korean.
먼저 며칠간의 그 진통 속에 오늘 아리안 5의 발사체가 성공적으로 발사된 것을 진심으로 축하를 드립니다. First of all, I'd like to really congratulate you all. After a long and winding process in the past 3 days, we have finally been able to successfully launch the Ariane 5. 또 방금 전에 천리안 유성이 천이궤도에 정상적으로 진입을 하고 교신도 이뤘다는 소식을 들었습니다. And it is my pleasure to tell you that I just received the news that our COM satellite has successfully entered the geostationary transfer orbit and has achieved its first success in communication with the ground station. 아리안 스페이스사에 다시 한번 감사를 드립니다. And I'd like to thank Ariane Space once again for their success. 오늘의 유성 발사는 그 어느 때보다도 그 의미가 큰 것 같습니다. I believe tonight's success of launch is very special. 우리의 첨단 천리안 유성이 아랍셋 5의 유성과 함께 성공적으로 발사가 되었고 또 이번에 띄워진 두 유성은 앞으로 우리 실생활에 큰 도움이 될 것이기 때문입니다. That is because our advanced COM satellite had a companion tonight, the Arabsat 5A, and they've both been successfully launched. That's very great. And the second reason is that we believe both the satellites will help promote and facilitate our daily lives and the convenience in our daily lives. 그러나 아직 두 유성이 정상적으로 작동하기까지에는 많은 과정이 남아 있습니다. 잘 관리되길 기대해 봅니다. However, we also understand there are steps left ahead to be accomplished by these two satellites before they enter into services. 오늘 발사된 천리안 유성은 앞으로 우주 기술 발전을 촉진시키는 것뿐만이 아니라 주어진 임무를 잘 수행을 해서 통신과 해양, 기상에 알찬 정보를 많이 제공해 줄 것으로 믿습니다. I hope they're both managed well so that they enter into successful service. And I am sure that our successful launch tonight will help promote the development of space science as we go forward. And also that I hope that they complete their mission successfully. And also that our COM satellite will bring to us the data for weather and ocean and communications. 오늘의 발사 성공은 분명 우리 모두에게 좋은 추억으로 오래 기억될 것 같습니다. I'm sure and I'm really delighted that tonight's success in launching will give us a long-lasting memory in our hearts. 또 오늘은 우주를 향한 우리의 꿈이 한 걸음 한 걸음 다가서고 있음을 실감해보는 그런 자리라고 생각합니다. Tonight it has been indeed a great time for all of us. We have been able to really feel here on the on-site here that our dreams toward space for humanity is coming closer. 여러분 수고 많았습니다. 다시 한번 축하드립니다. Thank you everyone for your hard work and congratulations once again. Très bien. Eh bien, il me reste à vous donner rendez-vous pour le prochain lancement. Donc, comme je l'ai lu dans un journal pour Ariane Espace pendant les vacances, les lancements continuent. Donc, prochain lancement, l'Afrique sera à l'honneur puisque nous lancerons Rascom CAF-1R pour l'Afrique et Nilesat 201 pour l'Égypte. Et donc, ça aura lieu le 3 août, c'est-à-dire dans un peu plus d'un mois. Voilà, une fois encore, bravo et merci. Bonsoir. Voilà, eh bien, Jean-Yves Le Gall l'a dit, nous nous retrouverons le 3 août. En tout cas, merci d'ores et déjà à toutes les personnes qui ont rendu possible cette vidéo-transmission. Manuel de Oliveira, le réalisateur, toute l'équipe de RFO emmenée par Yves L'Espoir. Merci à vous ou à toi, je ne sais pas, en principe, il faut se vous voyez à l'antenne, Michel. Alors merci à toi, Pierre. Voilà. Merci à Cédric Post qui a supervisé cette vidéo-transmission. Et sur ces images magnifiques, eh bien, nous voudrions faire une courte déclaration, Michel. Ouais, nous avons une pensée pour la famille et les proches de Frédéric Gauthier. Fred était à la direction des programmes d'Ariane Espace et il nous a quittés il y a un peu plus d'une semaine et il était présent dans nos pensées ce soir. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est fini. On se retrouve très bientôt. Prochain lancement, le 3 août. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir, à très bientôt. Au revoir, à très bientôt.
trajectoire normale.